Sud Radio midi 48, comme promis, André Berkoff reçoit une journaliste, scénariste, grand reporter, puis rédactrice en chef du Nouvel Observateur pendant plus de 20 ans. Chantal de Ruder a couvert beaucoup de grands événements qui ont marqué la fin du XXe siècle et elle le raconte dans ce livre, Un voile sur le monde. C'est aux éditions de l'Observatoire. Alors, en fait, c'est une enquête spécifique qu'a fait Chantal de Ruder. Et elle a fait une enquête, alors c'est intéressant parce que vous avez vu Chantal, hein, aujourd'hui, tout le monde porte le masque. Mais là, c'est pas du masque dont on va parler, c'est d'autre chose. Un voile sur le monde, c'est ce qui se passe effectivement depuis des années, et spécifiquement, d'ailleurs, vous le racontez dans votre livre, et on va en parler. C'est un livre passionnant en Iran depuis 1979, et puis après, ça s'est répandu un peu partout. Ça existait évidemment depuis des siècles dans les pays du Moyen-Orient et les pays de tradition, effectivement, non seulement islamique, mais tradition méditerranéenne. D'ailleurs, vous en parlez, vous êtes vous-même d'origine tunisienne, je crois. Oui. C'est ça. Je suis franco-tunisienne, comme on dit. Vous êtes franco-tunisienne. Mais je ne suis pas musulmane. Ouais. Et je démarre en expliquant que ma grand-mère portait le voile. Donc, je voudrais bien expliquer... Votre grand-mère juive portait le voile. Les juifs de cette époque-là portaient... Ma grand-mère Zouaïza portait le voile. Ouais. Et donc, je veux dire, moi, j'ai su très tôt, puisque j'arrive en France, j'avais entre 10 et 11 ans. Moi, j'ai su très tôt que ça n'avait rien d'une spécificité islamique, musulmane. C'est le patriarcat autour de la Méditerranée, dans un très très grand espace, qui imposait aux femmes d'être voilées. Mais ce que je voulais dire d'important, c'est que c'est pas le même voile. Je veux dire, ma grand-mère portait le même voile, un peu plus court que ses compatriotes musulmanes. Mais le voile dont on parle aujourd'hui, après la révolution iranienne de 79 et l'apparition des frères musulmans et la manière dont ils ont procédé à partir des années 50 n'est pas le même. En quoi n'est-il pas le même, alors très spécifiquement, très spécifiquement, il est noir la plupart du temps, ou il est à hijab, un truc qui se porte sur la tête comme un turban. Ma mémé à moi, elle portait le sefsari, c'est-à-dire un truc en soie beige ou blanc et qui se mettait par-dessus le reste. C'est pas du tout la même chose. Et aujourd'hui, dans les rues de Tunis, c'est une des choses qui m'a décidé à y aller. C'est que... Oui, vous avez récemment, enfin assez récemment. Oui, j'y suis retournée après le printemps arabe, quelques années après, et j'ai été extraordinairement étonnée par le changement à vue. C'est-à-dire, les voiles, il y en avait, alors que la génération des jeunes... Les Bourguiba, enfin les fils de Bourguiba, quoi. Alors... Bourguiba, il n'a pas aboli le voile, mais il l'appelait l'épouvantable chiffon, et il l'a interdit dans les écoles. Voilà. Et il a même dévoilé publiquement sous caméra des... Je l'ai vu, de mes yeux vus, au cinéma Le Casino. Et alors c'est ça qui m'a amené à faire ce livre. C'est-à-dire, quelle histoire incroyable que la résurgence du voile. Un truc qui disparaît, qui est aboli dans les pays musulmans. Je veux dire, que ce soit en Iran, que ce soit en Turquie. Voilà. C'est qui disparaît à peu près, il n'y a plus que les vieilles dames qui le portent, et puis tout d'un coup, voilà, qui réapparaît sous une autre forme. Chez les jeunes générations. Chez les tout jeunes, et dans des endroits où on l'avait même jamais vu avant. C'est-à-dire, pas seulement qu'il réapparaît là où il avait disparu, mais qu'il apparaît dans des endroits où il a jamais existé. Et il réapparaît de manière différente. Ce n'est pas le même, c'est un uniforme. C'est ce que les Américains, pendant la guerre du Golfe, parce que pendant la guerre du Golfe, la première, on était tous sidérés de voir ces dames dans le catafalque noir. Ils appelaient ça Humo, ce qui voulait dire objet mobile non identifié. Les Américains appelaient ça Humo. Après les ovnis, Unidentified Mobile Object. C'était comme ça à l'époque de la guerre du Golfe, parce qu'il n'y en avait pas. Et aujourd'hui, personne ne dirait ça. Aujourd'hui, vous prenez le métro, vous le voyez. Vous allez au Danemark, vous le voyez. Vous allez en Belgique, n'en parlons pas. En Angleterre, vous allez au marché de Whitechapel. Mais à l'époque, il faut quand même se souvenir que l'époque, c'était pas il y a si longtemps.
Non, on était très étonnés. Oui, puisque en fait vous étiez déjà, je veux dire, adolescente, moi aussi, et puis effectivement on s'est aperçu de l'extraordinaire changement. Mais alors à votre avis, est-ce que l'autre différence, Chantal de Ruder, vous en parlez beaucoup dans votre livre puisque vous êtes allé dans tous ces pays, on va en parler. Oui, c'est bien vraiment. sûr. Pour revenir sur ce qu'a dit le présentateur, j'ai pris ma valoche et j'ai fait le tour du monde. C'est ça. Parce que moi, je suis reporter. Ouais. C'est-à-dire, je travaille sur l'histoire, je travaille sur ce que j'ai vu et connu, mais je travaille aussi sur la réalité d'aujourd'hui. Ben, il vaut mieux. Et oui. c'était ça que je voulais raconter. Et vous êtes allé dans tous ces pays, vous avez pris le temps de vous le raconter, c'est passionnant, vos entretiens, vos rencontres, etc. Juste un mot, est-ce que la différence, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, pour vous, après votre enquête et votre livre, il y a en fait une instrumentalisation, est-ce que ce voile-là, c'est une instrumentalisation politique? Je dirais oui, oui, ferme et massif, mais je dirais que la première instrumentalisation politique, la réussite la plus achevée des islamistes, c'est d'avoir réussi à faire croire qu'il était la religion. Mais que c'était dans le Coran, alors que ça ne l'est pas, c'est bien ça. Oui. C'est ça. Et alors, on met ce qu'on veut dans les cultes, vu qu'on est en France, et qu'on est laïque, hein, et que donc, si vous voulez croire, vous pouvez croire ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, il y a des filles qui le portent en croyant sincèrement que c'est la religion. Mais ça n'est pas un pilier de l'islam. Absolument. C'est pour ça que j'ai commencé sur ma grand-mère. Et je dois dire que ma petite fille, qui a 7 ans à l'époque, hein, me dit, moi, j'ai une espèce de recul en entrant dans un magasin où j'ai mes habitudes et où je vois une fille en hijab. Et à Paris, hein. À Paris, c'est à Paris. À côté de chez moi, un magasin de jouets. Et alors la petite, elle devait avoir beaucoup envie de jouer, mais quand même. Et je m'arrête et elle me fait la morale. Votre petite fille vous fait la morale. La gamine me dit, elle est obligée, elle a le droit, c'est sa religion. Alors, elle n'est pas obligée. Oui, elle a le droit, et c'est pas sa religion. C'est ça. Donc, je me suis dit, ça suffit, on va prendre cet incroyable phénomène de la résurgence du voile sous une autre forme, et on va le mettre à plat. Et pour le mettre à plat, j'ai pas ménagé ma peine, je vous assure. J'ai voulu écrire le livre que je n'avais pas lu, celui dont j'avais besoin. Parce que moi, j'arrête d'être journaliste, grand reporter, au tournant de l'an 2000, c'est-à-dire au moment où ça se répand. Ouais. Et plusieurs années, là vous dites, je vais aller voir sur le terrain, parce que vous n'êtes pas journaliste pour rien, Chantal de Ruder. Cocotte, fais ta valoche, mets ton hijab, parce que j'ai porté tout ça, mets ton tchador, et va comprendre. Eh bien, on va continuer à en parler, c'est passionnant, après les informations. À tout de suite. Midi 56 sur Sud Radio, un voile sur le monde. C'est publié aux éditions de l'Observatoire. On retrouve donc André Berkoff en compagnie de Chantal de Ruder, juste après le flash de 13h et la météo. Et puis ensuite, jusqu'à 14h, vous connaissez le principe, hein, vous aurez la parole au 0826 300 300. À tout de suite. Et à 13h03, comme promis, on retrouve André Berkoff en compagnie de Chantal de Ruder, qui est passée par le Nouvel Obs et qui publie un voile sur le monde aux éditions de l'Observatoire. Alors elle est allée, Chantal de Ruder, elle est allée en Iran, en Arabie Saoudite, en Belgique, en Bosnie, au Danemark, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, et puis évidemment ça finit par les décoloniaux made in France, mais pas que made in France, bien sûr. Infiltré, je précise. Infiltré, on en reparlera, Chantal, mais alors ce voile sur le monde est vraiment, c'est intéressant parce que ce sont des reportages, c'est un livre de reportage, mais c'est un livre de reportage qui donne du sens, qui montre aussi le fil caché de la tapisserie. Alors ce voile aujourd'hui, on a parlé de vos origines tunisiennes, on a parlé de votre grand-mère, on a parlé de tout cela et comment ça a commencé. Et ce voile aujourd'hui, la signification d'aujourd'hui, elle est peut-être née en Égypte avec les frères musulmans dans les années 30 ? Sans aucun doute. Mais presque tout est né en Égypte avec les frères musulmans. C'est quand même les premiers à théoriser cet islam politique et totalitaire, même je dirais. Oui. Mais pour en revenir au voile, pendant que eux s'escrimaient à vouloir remettre la femme dans un confinement voilé, l'Égypte, elle, s'ouvrait complètement du côté des femmes. Et au fur et à mesure,
ce sont les libéraux qui avaient gagné. L'Égypte était délivrée. Nasser, dans une vidéo célèbre, se moque des gens qui veulent imposer le voile, mais se moque de façon extraordinaire. Eh bien, il a eu tort. Parce que justement, je reviens sur la lecture de cette vidéo où il se bidonne. Oui. Mais il se bidonne après avoir eu une rencontre avec les chefs des frères musulmans, lesquels l'avaient aidé à se débarrasser du roi d'Égypte. Et donc, ils viennent pour faire une alliance de gouvernement. Et ce qu'ils demandent en premier, vous m'entendez bien, c'est il faut que tu imposes le voile aux femmes dehors. Et tout le monde se tord de rigolade. Nasser en a des larmes d'hilarité dans les yeux. Eh bien, ça prouve qu'il n'avait pas compris son époque, hein, Nasser. Parce que ce voile-là qu'il voulait imposer, il racontait beaucoup d'autres choses. Il racontait... il y avait Qutb qui était parmi les conjurés qui ont aidé Nasser. Oui. Alors je vais expliquer qui c'est. C'est un monsieur qui a théorisé le djihad, hein, et c'est un monsieur qui est devenu islamiste plus que radical après un séjour aux États-Unis dans une université. Et il en est revenu avec la gorge... avec la haine de l'Occident, de tout ce que l'Occident représente. Et le voile exprime ça aussi. Et surtout les femmes. La haine des femmes de l'Occident. Et donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'à cette époque-là, il y a des étudiantes, hein, parce que contrairement à ce qu'on imagine, ce sont les femmes lettrées, celles qui n'avaient pas eu droit jusqu'alors à aller à l'université, qui vont épouser la cause. Et celle-là, oui. Voilà, et celle-là s'habille d'une certaine manière. Et cette manière-là, les filles qui sont autour savent que ça veut dire je suis pas comme toi, je suis différente et je prône un autre islam. Et cet islam-là, il a eu une incidence sur tous les islams parce que il a montré les musulmans dans les pays du monde comme des impurs. C'est ça que fait Qutb. Il leur dit vous êtes autant les ignorants anté-musulmans que l'Occident. Oui, vous êtes presque aussi traître. D'ailleurs, il y a encore aujourd'hui, dans les propos de Daesh ou d'Al-Qaïda, on dit les musulmans qui n'embrassent pas l'islam radical sont des traîtres ou des impurs. Ouais. Oui, sauf que Nasser, il a fait plein de bêtises, Nasser. Il y a un moment, il est obligé de se débarrasser d'eux parce qu'ils tentent de le tuer, hein, et il les envoie en exil. Et ils vont tous en prison. Peu, quand même, par rapport au nombre, parce qu'ils étaient importants. Et ils vont où? Qui les reçoit à bras ouverts? L'Arabie Saoudite. Voilà, les Saouds, avec leur caisse d'or et leur incapacité éducative, alors que eux viennent d'un pays où ils sont ingénieurs, médecins, philosophes, enfin bon, ce sont des gens éduqués qui arrivent. Et il va y avoir un contrat entre ces deux-là. Un contrat passager, puisque les frères musulmans prônent la justice sociale, ce qui n'est pas exactement la tasse de thé des Saouds. Mais de là va naître dans une université à Médine qui va fabriquer un nouveau cocktail entre les frères musulmans, le wahhabisme et le djihad. Là-dedans, le voile joue un rôle essentiel, d'après ce que il va jouer un rôle essentiel par la suite. J'explique assez vite pourquoi. Parce que on parlait de 79, qui est l'année où Khomeini prend le pouvoir, en Iran, et où absolument. il dispute les lieux saints aux Saouds, qui ne sont pas des descendants du prophète. C'est la rivalité sunnite-chiite, évidemment. Même pas, parce que dans le cas de Khomeini, il prétendait à l'unification contre l'Occident. Pour le moment, c'est comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a les étudiants de Médine, un groupe qui prend les lieux saints. Ça se termine dans le sang. Absolument. On fait venir le GIGN, qui est obligé de se convertir avant de passer à l'acte. Et après 79, ça. C'est tout se passe en 60. 79, c'est une année pivot pour le voile et pour le reste. L'invasion, de l'Afghanistan par les Soviétiques. Oui. Ah oui, qui a créé Ben Laden et les djihadistes, rappelez-vous. Ça, oui, mais là, je voudrais terminer sur l'histoire de la Mecque. C'est qu'il y a une répression atroce contre les étudiants, mais il ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'on va désormais jouer au jeu de qui est le plus musulman, qui est le plus vertueux. Et, paraît-il, moi, j'ai pas été avant, les femmes en Arabie Saoudite
n'étaient pas voilés de noir, la tête aux pieds, on voyait leur visage, il paraît qu'on pouvait même aller voir des petits coups dans les hôtels. Tout d'un coup, la secte wahhabite avec laquelle les Saouds font alliance va durcir. Et ce qu'on va voir, c'est que tout ça va aboutir au voile comme le voile noir. Pas n'importe quel voile, le voile noir. Juste Chantal, je crois qu'il existait quand même avant, mais je voudrais que vous Oui, il existait en Syrie, en Irak, mais surtout en Iran. Mais oui, il avait été aboli, oui. Absolument. Alors, quand vous êtes allé, vous, pour prendre un exemple très précis, vous en parlez dans votre livre, quand vous êtes allé en Arabie Saoudite, c'était il y a quelques années, enfin pour le livre, donc. Ah non, oui, enfin il y a 1 an et demi. Il y a 1 an et demi, c'est ça. Alors vous avez vu déjà, parce qu'on parlait déjà de l'évolution de Mohammed Ben Salman, etc. C'est très étonnant. C'est très étonnant. Très étonnant. McKinsey a fait un sacré boulot, puisque c'est ce cabinet qui a conseillé le prince Ben Salman. Oui. Qui doit faire rêver tous les dirigeants 2.0, parce que lui, la réforme, c'est au pas de charge et personne ne critique. Donc, oui, c'est étonnant ce qu'on y voit, à double titre. Ah ben, on y voit... Alors, il y a un truc qui s'appelle Vision 2030, dans lequel est prévu que 30% des postes de direction vont être occupés par des femmes. D'ici 2030. D'ici 2030. Ouais. Et je vous raconte pas comment elles se ruent sur le boulot. Parce que toutes ces filles, elles ont eu droit à une éducation soignée. Je voudrais rappeler qu'après le 11 septembre, le roi d'Arabie Saoudite s'est dit que c'était pas possible, étant donné que les gens qui ont fait péter les tours à New York, c'est-à-dire les tours des Alliés, ils étaient quasiment tous saoudiens. Et qu'il fallait que ça change. Et donc, il a ouvert la cassette royale et il a donné des bourses à tout le monde. À tout le monde. Et il y a des filles qui se sont retrouvées au Japon toutes seules, alors qu'elles n'avaient jamais traversé la rue sans papa, maman et le frère. Le tuteur, oui. Voilà. Et donc, et ces filles-là, dont j'ai rencontré quelques-unes pendant la première guerre du Golfe, qui étaient, elles, des familles riches et qui avaient été à Harvard, elles avaient le droit de rien. Elles étaient savantes et ça servait à rien. C'est que là, maintenant, ça a ouvert, c'est ça? Ah ben ils y vont. Est-ce que alors le voile toujours omniprésent? Alors le voile il est obligatoire, mais il est super interprété, on va dire. Moi j'ai vu des filles voilées avec façon kimono. J'ai vu des filles voilées avec des mocassins Chanel et en haut des trench coats voile. Voilà, ça a beaucoup changé. Elles sont voilées à la cool. Pour le moment. Est-ce que c'est le... Mais elles vont en tôle, hein, quand même, si elles sont féministes. Ouais, je veux le préciser. C'est-à-dire, c'est lui qui décide. Faut comprendre. Ah bah, il n'y aura pas de printemps arabe chez les Saouds. C'est l'autre côté, c'est comme en Chine, c'est le Parti communiste qui décide. Voilà. Dans un autre Vous allez être libre si je veux. Et l'Iran, c'est un peu la même chose aujourd'hui. On va en parler. Mais c'est pas la même chose du tout, hein, l'Iran. On va en parler, on va continuer à en parler. La seule chose qui est similaire, c'est la répression. Ouais, c'est ça. Voilà. Bah, état théocratique et autocratique. On va en parler, on continue à en parler avec Chantal de Ruder, Un voile sur le monde, et avec vous, auditeurs de Sud Radio, après ceci. Et vous nous appelez au 0826 300 300. Ça appelle déjà d'ailleurs un peu pour réagir à ce que vous nous disiez, Chantal de Ruder, au sujet du voile avec ce livre, Un voile sur le monde. Donc comme d'habitude, hein, dans un instant, vous avez la parole sur Sud Radio, c'est pas compliqué. 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et oui, Berkov dans tous ses états, toujours avec Chantal de Ruder pour ce livre, Un voile sur le monde, aux éditions de l'Observatoire. Ça fait réagir d'ailleurs du côté du Standard, hein, au 0826 300 300. On a par exemple Yamina qui nous appelle d'Ivry. Bonjour Yamina. Oui, bonjour Monsieur Berkov. Merci de me prendre à l'antenne et bravo pour votre émission. Merci. Et votre voilà, franc-parler. Alors, je voulais dire merci aussi à votre invité pour le livre et puis pour le livre reportage finalement qu'elle a fait, puisqu'il s'agit d'une enquête de terrain, de ce que j'ai compris. Oui, absolument. Et c'est important. Et je voulais d'abord juste revenir sur une question. Le voile, effectivement, c'est pas l'un des piliers de l'islam, mais tout de même, il y a quand même des sourates qui font référence au voile et il faut pas le nier aussi. Donc c'est peut-être
c'est peut-être une interprétation rigoriste de ces versets qui ont conduit à une islamisation des pays de l'Afrique du Nord. J'en conviens. Néanmoins, il y a quand même, c'est une dimension aussi de. Absolument, qui sont inscrites dans certaines sourates, voire même dans certains hadiths. Et comme les sourates et les hadiths sont sacralisés par en tout cas les islamistes, ou en tout cas les plus rigoristes, les musulmans les plus rigoristes, forcément ils suivent à la lettre cela. Donc il faut pas aussi négliger ça. C'est quand même, ça vient aussi quand même de l'islam Yamina, est-ce que je peux vous poser une question, moi, puisque je vous ai au bout du micro? Est-ce que les musulmanes qui ne portent pas le voile, qui ne le portaient pas, sont moins musulmanes que celles qui le portent? Moi, mais je vais vous dire, moi, je suis née comme vous dans un pays musulman. Je suis née en Algérie. J'ai vécu la guerre civile en Algérie. Alors donc non, mais je vous réponds. C'est pas le voile qui détermine la foi d'une personne, qu'elle soit voilée ou pas. Sa foi, d'abord, c'est une liberté, et puis c'est quelque chose d'intime. C'est la relation qu'elle a à son Dieu, c'est à la croyante. C'est pas le voile qui va être déterminant. Et je condamne bien évidemment les musulmans fondamentalistes qui déterminent en tout cas la condition de la femme à travers, le fait qu'une femme, d'ailleurs c'est la même chose pour les hommes, il faut être honnête, pour qui détermine les critères pour être un bon ou mauvais musulman. Pour moi c'est une question de foi, c'est une question intime, ça n'a rien à voir avec l'aliment, voire même ça n'a rien à voir avec l'application des préceptes de l'islam, ça veut dire les 5 piliers. Alors c'est une question de foi et ça s'arrête là, c'est quelque chose de privé, d'intime, et ça doit l'être, et c'est la seule solution pour sortir de ça. Par contre, j'ai une question pour vous, madame. Allez-y. Je ne sais pas, parce que je vais vous parler du cas de l'Algérie, parce que c'est le cas que je connais, mais apparemment vous n'avez pas été en Algérie, et je vous invite à y aller, parce qu'il y a un phénomène assez qui me questionne réellement. Yamina, je ne peux pas aller en Algérie. Je suis interdite en Algérie. C'est bien. Ah oui. Yamina, posez votre question. Alors, il y a une question, parce qu'il y a une islamisation de ces pays-là depuis quelques années. Pire encore, en Algérie, il y a une islamisation en force de la société algérienne, malgré justement les 10 ans de guerre civile, malgré les 10 ans de guerre civile, et les massacres, et les massacres perpétrés. Les femmes se voilent de plus en plus. C'est pas juste un voilement qui est issu de la tradition. Nous aussi, les femmes se voilaient, se mettaient un foulard sur la tête, mais ça venait plus de la tradition. Donc la capacité qu'avaient ces sociétés-là à séculariser l'islam, à adapter cette religion à leur tradition, critiquable ou pas d'ailleurs, c'est pas la question. Et aujourd'hui, il y a une islamisation forcée de cette société, et les femmes se voilent Yamina, allez-y pour votre question, parce que donc, sinon comment on vous va pas... expliquez ça? Comment vous expliquez ça? Oui, comment vous expliquez donc une société qui a vécu le terrorisme islamique et les massacres. Oui, et comment elle continue de s'islamiser? C'est ça votre question? Alors, d'abord, je n'ai pas été en Algérie, comme vous l'avez soulevé, donc je ne peux pas vous répondre sur l'islamisation de l'Algérie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans les pays où la société civile n'arrive pas à se faire entendre, elle ne peut invoquer, en général, finalement, que la religion pour arriver à débloquer l'histoire. Et une des raisons pour lesquelles je ne peux plus aller en Algérie, c'est que le régime militaire m'a enlevée, mise dans une tôle au 3e sous-sol d'une caserne militaire, et parce que... Vous étiez allé en reportage à l'époque? Ah oui, c'était un reportage. Et c'était avant les islamistes, c'était sur la première révolte des étudiants à Constantine. Donc, cela dit, je vous encourage à voir ce très beau film qui s'appelle Papicha, et qui raconte que le voile est peut-être une liberté parfois, mais que souvent il ne l'est pas. D'accord. On a aussi Franck qui nous a appelé de Béziers, lui aussi je crois, pour réagir à ce que disait Chantal de Ruder au sujet du voile, avec ce livre, donc Un voile sur le monde. Franck de Béziers, bonjour Franck. Oui, bonjour Franck. Oui, bonjour, bonjour à tous les deux. En fait j'avais envie de donner 2 témoignages et poser une question. Allez-y. Le premier témoignage, c'était sur le fait que les voiles sont sombres. Et en fait, je me souviens d'une émission que j'avais vue à la télé où il y avait une Tunisienne qui était interrogée et qui l'avait qualifiée de cache-misère. Et ça me rappelait
un petit peu nos grands-mères de l'époque, en France évidemment, en France métropolitaine, où j'ai toujours vu ma grand-mère qui, lorsqu'elle pouvait pas aller chez le coiffeur, eh bien mettait simplement quelque chose sur la tête, sur la tête, parce qu'elle n'était pas forcément très présentable et qu'elle n'était pas coiffée très proprement. Donc, et c'était islamiquement correct ce que mettait votre grand-mère? Ah, mais c'était moi je suis, on dirait, d'origine française et donc de souche, et donc c'était une française en fait. Hein. Non, parce que moi aussi, il m'arrive de vouloir sortir mal coiffée. Non, mais je mets un chapeau. Oui, non, je demande à Franck, oui, mais la question de Franck, c'était pas de dire, je crois, ou alors, j'ai pas compris. La question de Franck, c'est, vous sembliez dire que, donc, il y a le voile, il y a voile et voile, il y a voile partout, en fait, ou c'était pas ça votre question? C'était qu'en fait, il y a eu effectivement un dévoiement du voile, alors qu'à la base, je pense que c'était simplement, il se trouve dans ces pays, il y a un niveau de développement un peu moins important, et que donc, quand on n'avait pas le temps de se faire une beauté ou d'aller chez le coiffeur, eh bien, on va à la facilité et on couvre ses cheveux qui sont pas soignés, par exemple. Oui, mais ce n'est pas, honnêtement, alors Chantal de Ruder va vous répondre, je crois pas que c'est le cas dans un certain nombre de pays où, parce qu'on n'a pas eu le temps de se coiffer, on met le voile, hein, je crois pas, Chantal. Il en est de la coquetterie comme de la décence. Hein. On peut remédier à l'un comme à l'autre sans adopter un uniforme. Bon, enfin, peut-être mon parallèle n'était pas bon. Et par contre, je voulais faire une remarque également, c'est que j'ai eu l'occasion de voyager en Malaisie. Et là, j'ai eu la bonne surprise de voir qu'il y a des voiles aussi, mais qui sont très colorés. Orange, vert, rouge, j'ai découvert ça là-bas et je voulais poser la question à votre invité, à savoir comment elle interprète cela. Est-ce que c'est un islam peut-être moins rigoriste ou est-ce qu'on a eu une même utilisation du voile à des fins qu'ils pensent être religieuses, mais qu'ils ont adapté à la mode locale ou autre. Voilà. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup étonné ces couleurs de voile dans ce pays. En Inde aussi d'ailleurs. Oui, Chantal. Oui, mais moi, alors l'Inde, la couleur là. Alors l'Inde, je connais bien. Et j'ai été il n'y a pas très longtemps, pas pour ce livre, mais j'ai été pour une autre raison, et j'ai été extraordinairement étonnée de voir, parce que on se couvrait dans tous ces pays patriarcaux, on se couvrait avec de la couleur, avec de la dentelle, avec de la soie, avec des plumes. Ça a été très différent. Aujourd'hui, c'est uniformisé. Et en Inde, comme ailleurs, j'ai été extraordinairement frappée par le fait qu'on portait le voile noir. Le voile noir. En Inde. En Inde, comme dans le 9-3, comme en Iran, comme en Arabie Saoudite, comme au Danemark. Écoutez, ce livre, il est écrit pour comprendre, pas pour accuser. Il est écrit pour qu'enfin, on cesse de polémiquer sans savoir de quoi on parle. C'est un énorme travail que j'ai fourni. Et je l'ai fourni vraiment par philanthropie. J'en ai assez de ces discussions sur on est libre de se mettre un catafalque ou pas. Je veux savoir comment c'est arrivé, pourquoi c'est arrivé, qu'est-ce que ça veut dire. Et c'est pour ça que je l'ai écrit comme un récit de voyage et que j'ai parcouru le monde, pour pas qu'on s'ennuie à le lire, mais qu'en même temps on comprenne, et qu'il y ait un continuum, parce que ça prend des formes extraordinairement différentes. Mais ça touche la planète, monsieur. La planète, et on va pas aller chercher la couleur rose dans un endroit pour dire que tous les voiles noirs du monde ne veulent rien dire. Vous pourrez toujours me donner un détail de ce goût-là. Moi, je ne cherche pas la polémique, je cherche l'intelligence. Et je me suis vraiment donné beaucoup de mal pour y arriver. On vous croit. Non, mais c'est vrai, je voulais moi-même comprendre. Non, bien sûr. C'est un phénomène inouï. Bien sûr, mais je crois qu'il faut l'expliquer, et je crois que vous avez pris le temps, effectivement, de l'expliquer. Je crois qu'il n'y a pas de polémique là-dessus, mais c'est intéressant. Mais Franck aussi pose des questions, et il a raison, et de savoir un peu pourquoi, effectivement, il y a telle ou telle nuance. Mais là, il y a 50 nuances, quelquefois, de noir, et il n'y a même pas du gris. Et il y a aussi 50 nuances d'auditeurs qui appellent au 0826 300 300 pour réagir. Ça appelle pas mal. Sud Radio, 13h27. À tout de suite. Et oui, André Berkoff dans tous ses états, en compagnie aujourd'hui de Chantal de Ruder qui publie ce livre Un voile sur le monde aux éditions de l'Observatoire. Et puis en votre compagnie aussi, vous qui nous appelez au 0826 300 300. C'est par exemple le numéro qu'a composé Fabrice Doloron. Bonjour Fabrice. Oui, bonjour Fabrice. Bonjour André. Bonjour à tous les auditeurs.
On vous écoute, Fabrice. Eh ben merci pour tout déjà, André, pour ce que vous faites. Moi, je suis un fidèle auditeur, je vais pas vous passer de la pommade, mais ça fait du bien de pouvoir s'exprimer, de pas être censuré comme dans beaucoup d'endroits et de parler vrai, voilà, comme le dit le slogan. Merci. Voilà. On vous écoute. Moi, je vous appelle un petit peu pour pousser un coup de gueule et Oui. pour voilà, je sais que c'est le lieu, et pour informer les gens, parce que les gens doivent savoir. Je suis gérant d'une entreprise dans la métallurgie, parce que ça est important, hein, vraiment dans la métallurgie, dans le Béarn. Oui. Oui. Donc, je transforme environ entre 10 et 12 000... Juste, pardon, Fabrice, est-ce que vous avez le haut-parleur? Parce qu'il faut l'enlever, parce qu'on entend un écho. Ah non, pas du tout. Ou alors la radio, vous n'avez pas Sud Radio sur la radio à côté de vous? Du tout. Non. D'accord, alors allez-y, Fabrice. Alors donc je transforme, je dis, entre 10 et 12 000 euros d'acier par an, Oui. et je fabrique des pièces donc pour les pétroles, pour l'aéronautique, voilà. D'accord. Et donc grosse difficulté évidemment liée au Covid. Oui. En novembre 2019, j'avais un chiffre d'affaires pour des frais fixes de 15 000 euros par mois. Hein. J'avais un chiffre d'affaires de 22 000 euros. Et novembre 2020, c'est tombé à 1 500. Voilà. Ouais. Donc, puisqu'on nous annonce qu'il y a des aides, etc., j'ai donc sollicité le fonds de solidarité. Oui. Et dans leur menu déroulant, j'ai été choisir, parce que c'est pas simple, il faut bien dire. Ouais. Et donc, de bonne foi, je vais donc fabrication de structures ou de composants métalliques. D'accord. Et là, eh bien, les impôts m'ont fait tourner en rond pendant 3 semaines, m'ont demandé des documents, m'ont demandé ceci, m'ont demandé cela, ont fini par me demander le cabis. Et pour conclure, monsieur, nous avons étudié votre cabis. Dans votre cabis, il apparaît en toutes lettres réalisation d'outillage, tôlerie, mécano-soudure. Donc nous, on considère que vous ne fabriquez rien de métallique, donc vous n'avez pas droit à l'aide. Ah oui, c'est bon. La bureaucratie française dans sa splendeur, hein, d'accord. Voilà, donc je vous annonce qu'une entreprise de la métallurgie ne fabrique rien de métallique. Alors, oui, moi je veux bien, mais quand on annonce qu'on aide tout le monde, etc., quand on annonce ce qui ne choque personne, que les entreprises qui font 1 million de chiffre d'affaires mensuel, 1 million par mois, vont avoir tous leurs frais fixes pris en charge et 220 ou 250 000 de fonds de solidarité, et que moi, j'ai droit à rien du tout, parce que en étant une entreprise de la métallurgie, je ne travaille pas le métal. Il faut que l'on m'explique. Oui, c'est ça. Et c'est celui qui a 1 million par mois, comme vous dites, de chiffre d'affaires, ce qui est déjà pas mal, hein, ce qui n'est pas rien. Donc, on l'aide. Et vous, parce que vous avez mis fabrication et pas objet métallique, alors que vous travaillez évidemment dans ce domaine, oui, c'est joli. Mais ça, vous savez, c'est voilà la bureaucratie française dans sa splendeur, et c'est terrifiant parce que c'est vrai que. Mais écoutez, en tout cas, vous avez très bien fait d'en parler. Et ce que je vous demande, juste Fabrice, c'est que si d'ici une semaine ou 10 jours ce n'est pas fait, rappelez-nous, parce qu'on essayera là de véhiculer la chose, parce que c'est quand même assez caricatural, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est totalement caricatural. J'ai proposé à ces gens-là de venir, de se rendre compte de ce que je faisais. J'ai pas de réponse. Tout ce que j'ai comme réponse, c'est non, on a observé votre cabis, et quand on lit tout, il n'y a rien de métallique là-dedans. C'est surréaliste. Je ne sais plus quoi faire. Mais écoutez, il faut continuer, et je vous dis, rappelez-nous d'ici une semaine, 10 jours, et merci de votre témoignage. En tout cas, vraiment, c'est pas possible de laisser comme ça des tas de gens, parce qu'ils sont au-dessous d'un certain seuil, quoi. Ils ont qu'à crever. Il se passe quoi? C'est ça. Mais c'est exactement ça. Exactement ça. À l'heure où je vous parle, moi je sais plus quoi faire. Parce que moi je fais partie de ces TNS, travail en non salarié, donc j'ai aucune ressource. Je n'ai strictement rien. On m'a proposé, là aussi, ça c'est la France, ça. On m'a proposé, j'ai un ami qui a une association qui m'a dit, écoute, t'as plus de 50 ans, je peux te prendre en contrat aidé. J'ai appelé le Pôle emploi, on m'a dit, ah mais non monsieur, vous êtes gérant d'une société, il faut d'abord que vous déposiez le bilan. Parfait. Voilà. Oui, non, mais tout va bien. Tout va bien. Georges Orwell à côté de nous, c'est un aimable amateur. Merci en tout cas, Fabrice. Le coup de gueule de Fabrice qui a appelé Doloron au 0826 300 300. On a d'ailleurs aussi Aziz qui nous appelle au 0826 300 300. Aziz qui nous appelle de Montpellier pour réagir, je crois, à ce que disait Chantal Deruder qui a écrit ce livre, Un voile sur le monde, aux éditions de l'Observatoire. Oui. Bonjour Aziz. Oui, bonjour Aziz. Bonjour, et merci beaucoup pour votre émission. Merci.
En fait, je voulais quand même remercier la personne qui a écrit le livre sur le voile. Chantal de Ruder, oui. Voilà, je trouve qu'enfin une personne qui écrit un livre sur le voile qui est très important. Bon, je rappelle, moi je suis musulman pratiquant depuis plus de 40 ans. Je suis moi-même musulman et j'ai une théorie, bon elle vaut ce qu'elle vaut, à suggérer. En fait, tout vient, je crie en même temps un cri d'alarme en disant que moi, musulman, ma religion est devenue une secte. Pourquoi je dis une secte? Parce qu'en fait, je sais pas si vous vous rappelez, lors des attentats à la Mecque, oui, l'Arabie Saoudite avait commencé à s'ouvrir et finalement, avec les frères musulmans et les wahhabites, ils les ont rappelés à l'ordre et du coup, l'Arabie Saoudite a tiré les vis et est redevenue à fond wahhabite et a envoyé, moi je l'ai vu, je l'ai vécu au Maroc, en France, partout, envoyer des imams dans le monde entier, au Maroc, au Maghreb, dans les banlieues, en Belgique, des imams qui venaient d'Arabie Saoudite pour instruire les musulmans sur l'islam. Sur leur islam. Sur leur islam, sur le wahhabisme, voilà, pas l'islam, sur le wahhabisme, oui. C'est une secte. Et mais mettez-vous à la place du musulman lambda qui vit en banlieue ou au Maroc ou n'importe où. Pour lui, un imam qui vient de la Mecque, c'est comme la vérité qui descend du ciel. Oui, c'est comme un adjoint du pape qui vient de Rome, quoi. Il y a un ministre belge qui m'a dit un ministre musulman qui m'a dit, mais mettez-vous à leur place, pareil, ces petits imams qu'on envoyait à Médine, c'est comme des acteurs de série B qui seraient retrouvés à Hollywood. Exactement. Et ils allaient partout dans tous les pays, même au Maroc. Il y avait même aussi des problèmes de pédophilie, de prostitution au Maroc. Et c'est pour ça qu'on les a renvoyés. En attendant, le mal est fait parce qu'en fait, tous ces imams qui ont été partout, dans tous les mosquées du monde entier, ont prêché le wahhabisme. Et moi, je trouve que maintenant, les musulmans, ils sont plus wahhabistes que musulmans. Nous, ma religion, c'est la religion la plus tolérante, la plus ouverte. Regardez ce qui s'est passé en Espagne au Xe siècle, la plus tolérante entre toutes les religions. Et cette secte, on a fait la religion la plus fermée, la plus totalitaire. Et pour revenir au voile, moi, je suis contre le voile. Je pense que la foi, c'est comme la sexualité. On n'a pas à afficher sa sexualité comme on n'a pas à afficher sa foi. Et une personne qui est voilée, qui passe à côté d'une femme qui est non voilée, c'est comme si elle lui disait « moi je suis musulmane, toi pas ». Il y a un côté sectaire et moi je trouve que la religion, elle doit pas être visible. C'est quelque chose d'intérieur. De privé, d'intérieur. Exactement. Ouais, Aziz. Exactement. Comme la sexualité. Hein. Oui, bien sûr. On ne s'exhibe pas. On ne s'exhibe pas. Voilà, on ne s'exhibe pas. Voilà. Et moi je pense que la religion, elle doit pas s'exhiber et le voile, ça n'a rien à voir. Moi j'ai des photos de ma famille au Maroc où les femmes chez elles dans les maisons, elles se voilaient pas. Elles se voilaient quand elles allaient dans les campagnes. Et le voile, ça remonte à l'nuit du temps. En France, au Moyen-Âge, les seigneurs avaient le droit de cuissage sur ces sujets. Et les femmes, elles se voilaient à l'époque du Moyen-Âge pour se cacher. Les gens, à l'époque, c'était barbare. Une femme, elle se cachait pour pas qu'on la voie, pour pas qu'on lui saute dessus. Mais cette période, elle est révolue maintenant. Sauf qu'elle n'est pas révolue en ce moment ici dans le monde. Hein, encore. Voilà, mais moi, je pense que le problème numéro 1... C'est même ce qui m'a fait travailler d'arrache-pied. C'est le wahhabisme. Il faudrait qu'une autre personne comme la dame écrive un livre sur le voile et une personne qui soit musulman, justement. Ouais. Parce que le fait qu'elle soit pas musulmane, c'est hyper instructif. Je pense que c'est nécessaire déjà, mais il faudrait qu'une femme musulmane se joigne à cette table et écrive un autre livre. Aziz, moi j'ai une question à vous poser. Je pense que beaucoup de gens et vous êtes nombreux et je sais que vous êtes très nombreux. C'est pas dans la population musulmane et ailleurs à parler comme vous. Comment il se fait que on ne peut pas s'exprime pas publiquement. Vous le faites, vous, à la radio, et c'est très bien, mais pourquoi il n'y a pas plus de réaction à, justement, ce que vous appelez vous-même à la secte et les effets de la secte? Comment vous expliquez ça? Parce que c'est mis d'une manière insinueuse. C'est la peur, c'est quoi? Depuis très longtemps, maintenant, même dans les familles, moi-même qui est un musulman, quand je vais dans une famille, à l'époque, je pouvais parler aussi à une tante, à une dame, lui serrer la main et tout. Maintenant, c'est fini. Maintenant, c'est insinué. Mais en fait, je pense qu'il faudrait vraiment
qu'on informe les gens sur leur religion, pour leur dire c'est quoi réellement leur religion, quoi. Et que le voile n'a rien à voir avec le Coran, et que nous on a la religion la plus tolérante, et cette secte de wahhabites l'a rendue la plus... on peut pas vivre comme les salafistes à l'époque du prophète Mohammed, les temps ils ont changé, et il y a plus des choses, et je trouve que maintenant les musulmans ils deviennent plus une secte, ils ont perdu un peu la valeur, quoi. Alors, merci Aziz. Chantal, je voudrais savoir, dans votre livre, où vous êtes allé un peu partout, et au Danemark, en Belgique, ou ailleurs, restons sur l'Europe, et même peut-être l'Amérique, mais restons sur l'Europe, vous avez senti comme ça cette radicalisation, cette transformation en secte, disons, enfin, comme dit Aziz, mais... Écoutez, c'est une secte qui a réussi, alors. Ouais. Donc, ça n'est plus une secte. Moi, ce qui me frappe, dans tous les discours que j'entends souvent, c'est on vous dit... c'est pas le vrai islam. C'est pas ça, le vrai islam. Donc, je veux dire, l'islam est multiple. L'islam est rempli de sectes. L'islam... Comme toutes les religions, d'ailleurs. Comme toutes les religions, mais peut-être encore plus. Parce que l'islam n'obéit pas à un corpus central avec un pape au-dessus. Donc, cette histoire du vrai islam et du faux islam, c'est ce qu'ont utilisé Qutb et les frères musulmans. Vous n'êtes pas le vrai islam. C'est moi qui le possède. Et donc, ça, c'est l'histoire de la secte. Par exemple, je prends l'exemple de la Belgique. Parce que, bien sûr... tout ce que raconte Aziz est vrai, à savoir que le wahhabisme, après 79, a explosé ses crédits à travers le monde pour propager sa vision. Il a fondé, un peu avant, la Ligue islamique mondiale, qui était faite pour la même chose, et à laquelle l'Amérique a applaudi, parce que elle était... un apanage de la guerre froide contre Nasser le socialiste. Et contre les soviétiques. Donc tout ça, je veux dire, c'est tout ça que j'essaye de rendre dans ce livre, c'est-à-dire l'incroyable complexité qui a permis un triomphe magistral du revoilement. Prenons l'exemple de la Belgique. Juste, Chantal. Ça suffit pas, les Saouds. Les Saouds, ils ont dépensé leur fric, hein. Mais il y a beaucoup de pouvoirs occidentaux qu'ils trouvaient très intéressants. Et donc, je veux dire que c'était quand même une danse à deux. Quand ils sont arrivés en Belgique, on leur a donné les musulmans. C'était des soufis du nord du Maroc, hein, et on leur a donné les musulmans. On connaît, par ignorance, je conspue l'ignorance occidentale en ce domaine, et par avidité... Et la lâcheté aussi, peut-être, une certaine lâcheté. Ça vient après. Dans un premier temps, on pense que c'est pas important, parce que il y a ce truc démographique des 60s, avec les 30 glorieuses, où on fait venir de partout des musulmans et on change la population. Dans un premier temps, ils y prêtaient pas attention. Tout le monde pensait que ça allait rentrer chez soi, mais c'est pas rentré chez soi. Et après, il y a eu le regroupement familial, etc. Voilà. etc. Et à partir de ce moment-là, les choses ont un peu changé. Et elles peuvent changer beaucoup, comme en Angleterre, comme en Grande-Bretagne. On va en parler, on continue à en parler avec vous après ceci. André Berkoff en compagnie de Chantal de Ruder qui publie Un voile sur le monde. Oui, en votre compagnie aussi, hein, vous qui nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite. Oui, bonjour Jeanne. Bonjour monsieur, je suis une fidèle auditrice de votre émission extraordinaire, de vos émissions extraordinaires qui nous réconcilient avec la France, l'esprit français. Merci. Bien, je voulais vous dire que j'ai des origines provençales, comme vous l'entendez, et aussi corse. Ce qui fait que j'ai connu dans mon enfance, je suis une dame de 87 ans. Alors, j'ai beaucoup vécu et j'ai connu beaucoup de choses. Donc, j'ai connu dans mon enfance, en vacances, les vieilles dames, des jeunes aussi, à la campagne, qui avaient des foulards sur la tête. Cela s'expliquait parce que on ne se lavait pas les cheveux comme aujourd'hui, il n'y avait pas beaucoup de shampoings, tout au moins des shampoings en vente dans le village, et les femmes, pour ne pas se salir avec la poussière de la terre, se mettaient des foulards sur la tête, noués sous le cou. Ça, c'était le vent, c'était le froid, c'était la poussière, etc. Rentrer chez elles, retirer tout ça.
D'accord. L'été, il le portait moins. Et ça, dans toutes les campagnes, je pense, d'Europe, parce qu'il n'y avait pas que la Corse qui se mettait un foulard sur la tête. Bien sûr. Dans ma jeunesse, comme marseillaise, quand il y avait, je suis de l'âge de Brigitte Bardot. Vous savez des films où elle a tourné, où elle avait des foulards aussi sur son tout à fait. Mais c'était pas le même genre de foulard, je vous l'avoue. Exactement. Et on mettait aussi un foulard quand on allait dans une voiture décapotable, parce que sinon on aurait été échevelé. Bien. Ça, c'est une chose. C'est un point aujourd'hui où, monsieur, moi, quand il y a du vent ou quoi que ce soit à Paris, puisque je suis parisienne depuis mes études, je n'ose plus me mettre un foulard parce que je suis chrétienne et je tiens à le rester. Voyez-vous, envers et contre tout. Je ne m'expose pas avec quoi que ce soit sur la tête, mais je ne veux pas qu'on confonde. Alors je ne me mets plus de foulard, je suis obligée de me mettre un bonnet. Je déteste ça. Je me mets un bonnet pour ne pas être prise pour une musulmane. C'est quand même le comble. Ouh là là, oui, vous allez loin, vous là. Je vais jusqu'au bout. Moi, je viens du théâtre, du cinéma. Je porte un nom illustre que je ne peux pas dire au téléphone ici. J'ai fait du costume de théâtre parce que j'ai fait mes études en histoire du costume, etc. à travers les âges. Pour vous dire, je connais ça sur le bout des ongles, comme il y a des films que vous avez vus et où moi j'ai créé des costumes. Exactement. Ce qui fait que je connais ma chanson. Cela dit, que l'on ne puisse plus se mettre un foulard sur la tête sans être taxé de musulmane, ça me fait suer, pour parler français. Et j'aimerais pouvoir éviter le bonnet que je déteste. Alors, qu'est-ce qu'on fait si avant il y avait des foulards Hermès, il y avait des beaux foulards moins chers, etc. On se mettait un foulard très facilement en France sur la tête quand il y avait du vent, ou quand on avait froid aux oreilles. Maintenant, on ne peut plus. Voilà, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors justement, Chantal. Vous êtes en train, madame, d'abandonner le monopole du foulard à l'islam. Je veux dire, Hermès va être désespéré de votre intervention. Pardon. La faute à qui? Alors nous devons nous mettre des foulards où il y ait quelque chose de rigolo dessiné dessus. Mais c'est pas la même chose. Voilà. Vous venez de comprendre. Là, vous venez de comprendre que c'est pas la même chose et que l'hygiène et les shampoings abondent dans tous les supermarchés et que c'est pas de ça qu'il s'agit. Elles se planquent pas parce qu'elles sont sales. En général, elles sont très coquettes en dessous et très propres. Elles racontent autre chose. Elles vous disent autre chose. Et vous l'avez un peu compris. Elles vous disent, je ne suis pas toi, je suis différente, et je ne veux pas être comme toi. Voilà. Mais alors justement, allons au-delà, Chantal de Ruder. Vous avez fait effectivement un parcours tout à fait intéressant et puis, je veux dire, appréciable, parce que vous allez un peu partout. Encore une fois, vous avez écrit un livre qu'il faut lire parce qu'il raconte effectivement ce que c'est que ce voile. Mais alors, là, on arrive un peu en fin d'émission. Et demain, est-ce que c'est ce que vous avez vu un peu partout en Europe, dans le monde arabe, au Moyen-Orient et autres, vous, franco-tunisienne, vous pensez que c'est une tendance aujourd'hui? On va continuer, c'est-à-dire que tout ça va continuer, sans vouloir faire le marque de café, que vous fassiez des prédictions. C'est un mouvement qui va aller, en tout cas pour le moment et dans les décennies ou années à venir, en augmentant ou qui peut effectivement se renverser. Écoutez, il est en train, en tout cas, de changer. C'est-à-dire, ces pauvres filles en Iran qui arrachent leur voile et qui se retrouvent avec 33 ans de prison montrent que c'est pas demain qu'elles vont pouvoir l'enlever. Et elles le font avec un courage extraordinaire, il faut le dire. C'est pour ça que quand Edgar Morin, interviewé, dit « Je suis pour les femmes qui enlèvent le voile en Iran et pour celles qui le portent en France », quand vous mettez l'un à côté de l'autre, vous vous rendez compte que le problème, c'est le voile. On renvoie dos à dos. Si on l'enlève, il n'y a plus de problème. On ne peut pas renvoyer dos à dos quelqu'un qui met son voile et qui ne risque rien ici, et quelqu'un qui met son voile en Iran et qui risque 30 ans de prison. Mais donc, je répète, ça prouve que le problème, c'est le voile. Donc enlevons-le et on ne parlera plus de rien. Pourquoi parle-t-on du voile et comment il évolue? Parce que en même temps que le voile politique, on va dire, celui qui est assumé comme politique, il y a eu une racialisation de l'islam. C'est-à-dire que ce côté « je suis différente » maintenant est aussi exprimé par les races contre le blanc. Voyez ? Et aujourd'hui, on le retrouve chez les décoloniaux qui savent
pertinemment. Oui, c'est le dernier chapitre de votre livre. Oui. Moi, j'ai passé 15 jours infiltré dans un stage qui se passe à Grenade, de décoloniaux. Grenade en Espagne. Grenade en Espagne, c'est pas pour rien. C'est un côté, comment dire, on retourne dans l'histoire. Dans l'Andalousie. Oui. C'est parce que, je veux dire, les gens pensent que c'est musulman, normalement, ceux que j'ai vus. Et alors, les jeunes femmes que j'ai vues, elles sont toutes diplômées de toutes les universités du monde. Ce ne sont pas des imbéciles, des arriérés. Et elles savent toutes, et elles le disent, que le voile n'est pas dans le Coran. Comme tous les chiens. Mais elle le porte. Elle le porte. Et elle le porte. Et alors, elle le porte pourquoi? Elles vous disent pourquoi elle le porte? Il y en a une, la seule. Elle le porte, en gros, pour dire merde à l'Occident. C'est quand même ça, la vérité. De la même manière que Siddiqui, un très vieux monsieur que j'ai interviewé à Londres, qui a fait les beaux jours des folies islamistes de Londres et qui s'est un peu assagi. Et lui, il vient du Pakistan et il m'a raconté, et il est sunnite, donc, et il m'a raconté ses rencontres avec Khomeini, qui lui est chiite. Et Khomeini lui avait dit, l'important, c'est pas nos différences. L'important, c'est de mettre à bas l'Occident. Donc c'est pour ça que c'est un problème. Vous voyez, pourquoi ça nous dérange? Parce que moi, personnellement, franchement, je veux dire, on peut se mettre un anneau dans le nez, une crête où je pense. Non, mais vous, c'est politique, c'est ce que ça traduit. Qu'est-ce que ça raconte? Ça. Pourquoi? Mais je pense que je suis pas la seule. C'est pourquoi ça nous dérange. Sinon, ça ne nous dérangerait pas. En tout cas, c'est un livre qui ne vous dérangera pas, ou qui vous dérangera quelque part, mais dans le bon sens. Mais c'est surtout un livre qui vous instruira. Donc, lisez-le. Et ce livre en question, c'est Un voile sur le monde, publié aux éditions de l'Observatoire, publié par Chantal de Ruder. Merci à vous, Chantal de Ruder.